Après un mois de tension, Ouaga et Abidjan aplanissent leurs relations. Signe de l'apaisement, la prochaine visite du président Roch Marc Christian Kaboré à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. En prélude à cette visite, le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Barry se prononce sur plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Avec nos amis ivoiriens, on s'est expliqué sur les positions des uns et des autres. Pourquoi Compaoré ici? Et pourquoi aussi nous demandons que Compaoré ne se mêle pas beaucoup de certaines actions de la vie politique du Burkina, c'est-à-dire éviter la déstabilisation du Burkina. Sur ce plan, je pense qu'on s'est bien compris. En clair, Abidjan doit calmer les ardeurs de l'ex-président burkinabé réfugié dans la capitale ivoirienne et que les autorités de Ouaga soupçonnent de préparer quelque chose de louche. En retour, la Côte d'Ivoire et particulièrement son président de l'Assemblée nationale s'en tire indemne dans cette affaire de tentative de coup d'État menée par un proche de l'ancien président Compaoré et qui a secoué le Faso. Si des gens commettent des forfaits, c'est à la justice d'apprécier. Mais je note que dans le cadre de cette affaire, Interpol même a décidé qu'il ne pouvait pas appliquer le mandat contre Guillaume Soro. Et bon, les décisions d'Interpol se prennent à Lyon, mais ce n'est pas à Ouagadougou. Donc, pour moi, nous on prend acte et puis on avance avec nos amis et partenaires d'Abidjan. Les 27, 28 et 29 juillet prochains marquent la reprise à Yamoussoukro dans la capitale ivoirienne des conseils des ministres conjoints Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Ces rencontres initiées dans le cadre d'un traité dit d'amitié et de coopération ne s'étaient plus tenues depuis 2015 à cause des tensions diplomatiques entre les deux pays voisins ouest-africains. Preuve qu'Abidjan et Ouaga ont décidé de tourner la page de leurs relations diplomatiques tendues. Dans ces déclarations de bonnes intentions, c'est le domaine de la sécurité qui relance le retour à de meilleurs sentiments entre Abidjan et Ouaga. La coopération est très forte. Il y a eu plusieurs rencontres entre les deux ministres chargés de la sécurité et les différentes polices, dont il y a des échanges d'informations. Ces échanges d'informations ont permis à chacun des deux pays de bien avancer sur les enquêtes qui se mêlent respectivement à la fois sur les attentats de Grand Bassam côté ivoirien et sur les attentats de Ouagadougou côté burkinabé. Et il y a même eu des arrestations. Sur le plan sécuritaire, il faut reconnaître que les deux pays frappés par des attaques terroristes ont été forcés de coopérer et les échanges d'informations ne se sont jamais arrêtés malgré les tensions. La rencontre entre les ministres de la sécurité des deux pays et les échanges d'informations ont permis aux enquêtes sur les attaques de Ouaga et de Grand Bassam d'avancer considérablement. Les centres d'accueil de réfugiés ougandais situés près de la frontière avec le Soudan du Sud s'apprêtent à recevoir un flux de réfugiés sud-soudanais si la frontière est ouverte et la route plus sécurisée. Depuis que les affrontements ont commencé au Soudan du Sud, le nombre a énormément chuté, passant de 200 à 250 par jour à un peu moins de 150. Mais je sais que les raisons sont l'insécurité près de Juba, la rue de Nimul. Si c'est résolu, nous recevrons sûrement entre 10 000 et 15 000 réfugiés d'un coup. We are likely to get between 10,000 to 15,000 refugees coming in at a go. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que 20 000 personnes sont bloquées du côté sud-soudanais dans le sud du pays et attendent de franchir les 3 ponts métalliques qui surplombent la rivière Onyama quand la frontière sera ouverte. Ces réfugiés se sont rassemblés là, craignant que les violents combats qui ont frappé Juba de vendredi à lundi, avant que cessez-le-feu ne soit annoncé, marquent un retour à la guerre. Rien ne dit pourtant que la frontière à 200 km au sud de Juba sera ouverte un jour. Pour l'heure, les soldats sud-soudanais ne laissent passer que quelques rares personnes après les avoir dépouillés de tous leurs biens. L'ancienne ministre burundaise Hafsa Moussi a été assassinée ce mercredi 13 juillet à Bujumbura, a annoncé le porte-parole de la police Pierre Nkurikiye. Hafsa Moussi était députée de l'Assemblée de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Elle a été tuée dans le quartier de Giyosha, dans l'est de Bujumbura, par 2 criminels dans un véhicule, a indiqué le porte-parole de la police.
Afsa Moussi sortait de son domicile dans le quartier de Guiocha, dans le nord-est de la capitale. Selon le porte-parole de la police, un véhicule immatriculé en Tanzanie lui a coupé la route. Un homme a ouvert le feu avec un pistolet avant de prendre la fuite en tirant avec un fusil d'assaut de type AK-47. La victime est décédée avant d'arriver à l'hôpital. Ancienne journaliste de la radio-télévision nationale et correspondante de la BBC pour le service Waheli, Afsa Moussi était aussi une femme politique. Membre du CNDD-FDD, elle était la porte-parole du président Pierre Nkurunziza lors de son élection en 2005 avant de devenir ministre chargé des relations avec la communauté des États d'Afrique de l'Est. Plusieurs membres du gouvernement ont exprimé leur émotion après ce meurtre. Attristé par l'assassinat aujourd'hui à Bujumbura d'Afsa Moussi, une grande perte pour la nation et pour l'IEC, a tweeté le ministre des Affaires étrangères Alain Aimé Nyamitwe. Ceux qui l'ont connu décrivent une femme discrète et de nature modérée. Sur son compte Twitter, le président Pierre Nkurunziza a condamné un acte ignoble et lâche. Il a été suivi par une multitude de personnalités de tous bords. Le mode opératoire rappelle les vagues d'assassinats ciblés qu'a connu le Burundi depuis le début de la crise il y a plus d'1 an, mais qui jusque-là touchaient essentiellement des militaires. Ces derniers jours, les médias locaux ont fait état de plusieurs cas de violence et de très nombreuses arrestations au Burundi. Le pasteur Evan Mawarir, chef de file du mouvement citoyen contre le président zimbabwéen Robert Mugabe, a été libéré mercredi à Harare sous les acclamations de ses supporters au lendemain de son arrestation et après une décision de justice rejetant l'inculpation de tentative de renversement du gouvernement. Je remercie tous les Zimbabwéens pour être unis et que Dieu vous bénisse. Evan Mawarir avait été arrêté mardi après s'être présenté de son propre chef à la police qui l'avait convoqué. Peu avant, le juge avait déclaré que la détention du pasteur était refusée. Le parquet a essayé d'introduire mercredi de graves chefs d'accusation de renversement du pouvoir, a expliqué aux journalistes l'avocat du pasteur, Harrison Como. Mais dans la mesure où la procédure judiciaire n'a pas été respectée, les charges ont été présentées au tribunal et non au poste de police comme le veut la règle.